j'ai de la chance parce qu'en fin de compte, on apprend donc comment être déployé en Nouvelle-Calédonie, alors certes la France, mais quand même déployé en décembre 89, donc et là où c'était quand même un peu particulier, on va dire un peu sensible, c'était quand même 1 an et demi à peu près, juste après UVA. Donc UVA avec les otages où l'armée est intervenue, où on a quand même des morts, hein. Donc nos 4 gendarmes qui ont été tués avant, d'où 3 de la DGSE morts, de tête, et puis 12 je crois, 12 ou 14, je ne sais plus exactement, locaux tués. Oui, la fameuse grotte. Donc grotte UVA, on arrive 1 an et demi après, et on sent quand même de suite, parce que là, bon, on pouvait quand même sortir, mais bon, alors pour sortir en quartier libre, déjà il fallait être 10 à minima, groupe de 10, hein. Donc en général c'était le sergent et ces hommes qui sortaient. Et on sent quand même une grosse tension, que ce soit dans les bars, voilà, parce que dans la population, c'est quand même 18 mois, c'est quand même assez proche, on va dire. Donc là, mission de la compagnie, de Nouvelle-Calédonie, bon, c'est pas à l'heure actuelle où maintenant ils ont tous internet et les satellites, etc. Nouvelle-Calédonie, il y avait une grosse parabole qui devait faire 15 à 20 mètres de diamètre. Et la compagnie était en charge d'assurer la protection de cette antenne qui assurait les télécommunications avec, bien sûr, la métropole. Donc en gros, là pareil, toujours 3 sections, une section commandement, je fais partie de la section commandement. Et là, il y a une section en permanence, 24h/24, sur l'antenne, car on fait une base de l'antenne, à regarder cette antenne. Une antenne qui fait un peu les services sur toute la partie, on va dire, Nouméa. Moi j'étais basé sur Nouméa, au 42e bataillon de commandement et de soutien. Et ensuite, après, une section sur le terrain en manœuvre, on va dire, dans la brousse. Donc ça, chacun a son rôle. Et la section est un commandement qui renforce un peu cette partie. Et d'ailleurs, comme c'était un peu sensible, donc l'épouse du général du COPSUP à l'époque, donc le COPSUP avec son état-major, une villa dans le centre-ville de Nouméa, et avait peur. Surtout que le général, il devait de temps en temps partir sur les îles ou en manœuvre, etc. Donc il avait quand même des absences, donc il se trouvait peur. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait une garde. Et donc, comme cette garde n'était pas prévue, j'ai eu le droit à monter en 4 mois, 30 gardes à la villa du général, qui était un peu compliqué à monter comme garde, mais bon, voilà. C'était un peu un centre-ville, donc là aussi, c'était un peu moins sensible que Berlin, mais une mission quand même assez dense, et en fin de compte, on pourrait dire que ça aurait pu être assez sympathique. Mais en fin de compte, en 4 mois, j'ai eu rassemblement tous les matins, donc pas une seule journée de libre. Et il y avait quelques dimanches après-midi où on a pu un peu sortir, et quelques soirs on a pu sortir, mais c'était quand même, comme le climat était un peu stressant et pas si sécurisant que ça, les sorties étaient quand même assez restreintes. Bon, on a fait 4 mois. 4 mois très encadrés. Très encadré, dense. Et vous aviez des appelés avec vous? Et là, encore une fois de plus, c'était des appelés. Hein. Donc une compagnie à peu près à 150, 160, on était 17 cadres d'actifs, du capitaine au sergent. Et tout le reste, bien sûr, c'était des appelés, volontaires, bien sûr. Beaucoup avaient fait un volontariat service long à l'époque. Hein. Donc, au lieu de faire 12 mois, ils faisaient 18 ou 24 mois. Voilà, avec une solde un peu plus conséquente. Certains pour avoir prolongé leurs études, d'ailleurs. Voilà, après, ils en sont revenus tous enchantés, parce que malgré que... Alors, c'est vrai que la section de combat,
quand il était sur le terrain, il pouvait voir un peu toute la partie et découvrir le territoire. Donc ils avaient quand même des côtés un peu sympathiques sur ce sujet. Une question, oui, pourquoi vous y êtes revenu depuis? Non, j'ai pas eu l'occasion. Non plus. J'ai pas eu l'occasion de retourner sur ces traces-là. Je redemande bien sûr l'invitation pour aller encore au FFA, au cinéma de chasseur. Et là, malheureusement encore pour moi, il me mutait à Lille. Donc c'était au régiment, un régiment de passagers. On m'a dit tu veux un régiment, mais c'était un régiment de soutien. Donc ça ne me plaisait pas du tout. Et bien sûr, vous entendez mon accent, c'est pas trop ma région, bien sûr. Et donc, je demande quand même à être reçu pour essayer si je ne peux pas avoir autre chose. Donc, à défaut d'avoir un régiment qui va bien, on me propose Montpellier, l'école d'application d'infanterie, donc je me dis, tant pis, j'ai pas le régiment. École, normalement, j'y servirai pas trop longtemps, mais au moins j'aurai le sud. Pas tout à fait le même accent, mais on va dire c'est écoulé. Donc j'arrive à l'école d'application d'infanterie. Il faut savoir qu'en école, pour être projeté, c'est quand même très compliqué. Donc j'arrive à l'école d'application d'infanterie, je suis affecté à la gestion des ressources humaines, où je m'occupe un peu de tout ce qui est appelé. Donc l'école c'était 850 personnels, 250 appelés, et le reste du cadre et on va dire 200 à 300 stagiaires en permanent. Donc avec une grosse division d'application, puisqu'il y avait quand même 120 lieutenants fantassins pour honorer tous les postes des régiments d'infanterie. Donc là, je vois avec bien sûr mes chefs, pour essayer quand même de partir encore une fois de plus en opération, mais là c'est compliqué, puisqu'on est en école, donc c'est individuel, c'est pas une compagnie qui part. Bon, j'arrive à me faire affecter au Kosovo, en opération, et là je suis responsable des personnels isolés de l'état-major de la CAFOR à Pristina. Donc là aussi, mission très particulière, puisque je gère 120 Français, en milieu international bien sûr, donc avec un soutien international, là aussi un peu compliqué. Et du coup, comme je gère ces personnes, je me dis, tant que tu es là, tu vas gérer aussi le village gaulois. Alors le village gaulois, en termes, il y en a, ça pourrait les surprendre, mais en termes, quand on est en opération, on fait un compte, c'est le gros foyer français, et on appelle ça le village gaulois. Donc je récupère cette affaire-là, je suis un peu surpris. Alors surtout que j'ai le village gaulois avec, je suis monté sur les bungalows, et au-dessus, j'ai les gardes du corps du général, donc des jeunes du premier paiement qui sont là. Donc une ambiance un peu particulière, je gère, je fais un peu de chancellerie, je gère, on va dire, un bar, un foyer, et en même temps, j'ai les personnels un peu aussi à gérer, ou à surveiller, ou à voir, ou à cohabiter avec eux, des gardes du corps du général. De là, bien sûr, de suite, le REP France, dont les généraux français, j'organise quand même quelques activités pour le contingent français, et bien sûr, ils comptent sur moi un peu pour quelques activités mensuelles. Donc ça va, heureusement, je ne suis resté que 4 mois, donc j'ai eu 4 activités, où justement il invitait un peu tous ses confrères étrangers pour faire découvrir un peu qu'est-ce que c'est une cohésion française. Là aussi, alors comme je veux un peu sortir, donc quand même j'allais récupérer les personnels à Nouveau-Sélo, où alors c'est bien parce que j'étais pratiquement un des seuls Français à l'époque où j'étais étudiant, où j'avais quand même 2 véhicules à moi tout seul, j'avais une P4 et j'avais un C25, un petit camion d'ambulance qui servait pour transporter les 5 ou 6 personnels que je devais aller chercher à Nouveau-Sélo et les ramener au quartier.
Donc là aussi un peu surprenant parce que j'ai mon chauffeur, et puis moi, on est armé, mais voilà, bon, un peu surprenant. Mais pas de risque vraiment majeur par rapport, on va dire, à Mitrovica où j'étais un peu plus au contact avec la partie serbe. Mais je me déploie aussi quand même un peu à côté Mitro. Et comme je fais connaissance avec un sapeur, un adjudant, qui lui devait circuler, grenouiller un peu pour tous les axes, les ponts, etc. Et comme ils étaient sur deux, quand il y en a un qui partait en congé ou en mission, ben, moi je me portais volontaire pour partir avec lui. Et du coup, ben, j'ai inspecté des ponts, des routes, etc. Et donc ça m'a permis un peu de découvrir la partie donc ensemble, au total, une expérience très variée, très enrichissante, très variée. En plus, moi j'avais demandé comme on avait des hélicos, à pouvoir faire le colonel qui était chef de corps, il était patron de J3. Donc lui, j'ai eu droit à faire la reconnaissance complète, puis il devait faire une reconnaissance avec un autre colonel étranger, de toute la partie Kosovo en hélico, donc c'était quand même aussi sympa. Alors, il y a deux questions que j'aimerais vous poser un petit peu pour synthétiser tout ce parcours. Vous avez été beaucoup en contact avec les appelés. Oui. Aujourd'hui, le service militaire n'existe plus. Il y a des formes nouvelles de contact des jeunes avec la nation, ou du citoyen avec la nation. Pensez-vous que ce service militaire, c'est un regret pour vous, la disparition du service militaire, ou est-ce que ces nouvelles formes sont à même de renforcer le lien avec la nation? Alors, plusieurs choses. Déjà, moi j'étais pour la professionnalisation. Pourquoi? Parce que moi, quand je me suis engagé, je l'ai vite vu, on l'a vite compris, il y avait quand même deux armées. Donc il y avait la phare, les professionnels, et il y avait les appelés. Alors on ne va pas dire qu'on était les gentils gardiens de ces appelés, mais c'était quand même pas vrai. Après, c'était quand même, surtout 12 mois déjà, c'était compliqué pour arriver à les former, on va dire, à devenir un grenadier voltigeur entre les classes, les examens, les premiers en formation, les premiers, le CEC, le centre d'entraînement commando, enfin, des grosses manœuvres. Et une fois qu'ils étaient pratiquement formés à 8-10 mois, ils savaient que 2 mois, ils devenaient libérables. C'était quand même très compliqué. Et puis aussi, il y avait cette affaire-là, c'est qu'en fin de compte, sur 10 appelés, il y en avait 4 qui le faisaient, quoi. Donc en gros, il y en avait 2 à 3 qui ne le faisaient pas. Ils étaient réformés, problème de santé réel. Dans les réformes, il y avait quand même du grand n'importe quoi. Il y avait peut-être un soutien de famille, voilà. Et après, il y en avait 4 qui ne le faisaient pas, parce que c'était ou les fils à papa, ou ils connaissaient quelqu'un, donc ils ne le faisaient pas, donc tout simplement ils étaient exemptés. Et après, il en restait 3 ou 4. 3 ou 4 qui le faisaient. C'était quand même devenu un peu... à l'époque, il n'y avait pas les filles. Ouais. Donc c'était, pour ce côté-là, le côté opérationnel, je dis, c'était pas bon. Le côté des deux armées, côte à côte, pour moi, c'était pas bon. Et le côté même voilà. Après, autrement, le bon côté, c'était... creuset social. Le creuset social et moi j'ai eu des avocats qu'on m'appelait ou le simple pâtissier ou autre, et ça c'était bien parce qu'ils s'échangeaient, nous on pouvait échanger et ça se passait très bien entre eux. Il n'y avait pas de toi t'es de telle caste et toi t'es. Non, parce qu'en plus, donc j'étais à Brive, dans le régiment d'infanterie, donc on ne demande pas il n'y avait pas plus 12, donc on avait beaucoup du Limousin, Creuse, voilà, donc il y avait des jeunes, ils arrivaient, c'était la première fois
qui prenaient le train, par exemple. Chez eux, en 84, il n'y avait pas l'électricité, c'était limite, et l'eau courante, c'était limite, pour certains. C'est bien de rappeler ces éléments qu'on a un peu oubliés. Ce côté-là, en lecture, alors après, il y avait des gens qui ne savaient pas lire et écrire, mais dans la globalité, je pense, des appelés. Pourtant, on n'avait pas les super, mais dans la globalité, je pense que le niveau était mieux que certains à l'heure actuelle. C'est sûr. Il y a certains à haut niveau qui étaient bien calés, ils ne faisaient aucune faute d'orthographe, alors que maintenant, même certains qui ont des beaux diplômes font beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, voilà un peu mon ressenti à ce sujet. Après, donc on voit venir tous ces engagés, et le début est un peu tronqué, parce qu'en compte, il y a eu une grosse partie d'appelés qui se sont engagés, et des volontaires de service long qui se sont engagés. Donc c'était un peu... on n'a pas vu directement le jeune civil s'engager directement. Ça a été une grosse partie, un bon tiers. Il y a eu une transition qui a fait que les gens connaissaient, ils étaient bien motivés. Et donc les premières années, c'était tout feu, tout flamme, ça s'est bien passé. Je pense que jusqu'en 2010, c'est bien passé, et après on commence à s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a de moins en moins de volontaires au bout du bout. Il faut savoir, pour bien recruter, pour avoir un bon EVAT, on va dire, il faudra en avoir 4 qui ont passé la chaîne médicale par là, et faire le choix de 1 sur 4. Là, c'est le top. 1 sur 3, c'est bien. 1 sur 2, ça commence à être juste. Et en dessous de 1 sur 2, ça devient compliqué. Il n'y a plus de choix. Voilà. Et à savoir qu'à l'heure actuelle, c'est parce que ça. Et d'ailleurs, on voit depuis l'an dernier, et toutes les armées, et d'ailleurs tout ce qui a un uniforme, a de plus en plus de mal à recruter. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils ne supportent plus les uniformes, la discipline, le sacrifice, la disponibilité, l'éloignement de la famille, ça devient de plus en plus compliqué. Donc là, maintenant, on commence à se dire, le système appelé, il était bien aussi. Sauf que maintenant, si on prend les filles, donc classe d'âge 800 000 à peu près, un peu moins, ben ça ferait aller, on va dire, à 600 000 incorporés, bon, c'est pas tenable. Et d'ailleurs, le service national universel, ça me paraît compliqué. Je crois qu'on doit être à 40 000 ou 50 000, et ça devient... c'est compliqué, et je ne pense pas qu'on verra le jour de ce service national universel. Si aujourd'hui, vous deviez vous réengager? Sans souci, je me réengage. Alors bien sûr, j'essaye de faire plutôt notre parcours, peut-être plus technicien. Alors après, je serais peut-être tenté sur la marine, embarqué. Là au moins on est sûr que les jeunes bougent. Jean Fumaz, merci. De rien, merci. À vous. Vous êtes livré sans filtre. Sans problème.